Bonsoir à toutes et à tous. Un petit mot peut-être pour commencer et présenter un petit peu comment ça va se dérouler, un petit tour de table et de présentation, et on enchaînera après directement avec les échanges. Donc d'abord François Gèze ici présent, figure historique des éditions La Découverte. Ensuite Miguel Benassayag que vous connaissez, psychanalyste et philosophe, auteur du bouquin, co-auteur avec Bastien Cany, journaliste, et ils co-animent ensemble le séminaire Comprendre et agir dans la complexité. Voilà. Alors moi, je vais encore, mais cette fois-ci avec le son, présenter et remercier Rémi Larue du collectif de la revue Ballast, je vais me prononcer, et qui nous fait le plaisir d'animer cette soirée, et comme je disais tout à l'heure, de façon muette, qui nous a fait aussi le plaisir de lire le livre. Exactement. Petit mot introductif peut-être de François Gèze pour commencer. Oui, ça me fait plaisir d'accueillir Miguel et Bastien à La Découverte, qui est son éditeur depuis, ma foi, fort longtemps, hein, puisque le premier livre qu'on a publié de toi, Miguel, c'était en 79-80, malgré tout, sur les prisons argentines, et depuis, on en a publié beaucoup, et celui-là est le 33e que tu as publié, parce que tu as publié après chez plein d'autres éditeurs, on ne pouvait quand même pas tout faire. Oui. Mais ce 33e livre, donc, qui nous réunit ce soir, Les Nouvelles Figures de l'Agir, à mes yeux, il marque une étape particulièrement importante parce que dans le travail de Miguel depuis toutes ces décennies, il y a vraiment une progression philosophique, politique très nette, qui à chaque livre marque une nouvelle étape de la réflexion, et celui-là il est particulièrement adapté à la période, on va en parler aujourd'hui, puisque il pose cette question de l'agir dans un monde compliqué dans lequel beaucoup de gens sont un peu désespérés et se disent comment faire pour que la gauche gagne les prochaines élections, comment faire pour résister au néolibéralisme, etc. Et bien d'une certaine façon, il nous donne des réponses tout à fait pertinentes et intéressantes, qui en quelque sorte disent non, c'est pas comme ça qu'il faut poser ces questions-là, il faut les poser autrement si on veut pouvoir y répondre. Voilà. Et donc on va passer la parole à ces distingués auteurs, introduits par Rémi. C'est ça, donc du coup un point de départ pour faire un peu la suite de ce qui a été dit, un point de départ qui est une question qu'on a l'habitude de retrouver un peu partout, le fameux que faire que vous abordez et qu'on retrouve entre autres dans les manuels révolutionnaires qui sont publiés tous les ans et depuis quelques décennies. Vous observez que ces manuels-là et puis cette question en général, elle a une efficacité très limitée, et donc vous décidez de revenir un peu en amont. Est-ce que c'est bien ça le point de départ du bouquin? Oui, alors donc au fait François faisait référence un peu à notre très long parcours ensemble, hein. La vérité c'est que les parcours avec François d'amitié et d'engagement commun commencent très proches en parallèle en Argentine, quand il faisait la coopération en Argentine et qui était envoyé par la revue Politique Hebdo, qui était une revue à l'époque très connue. Et alors, à cette époque-là, il a fait avec ton ami, comme le livre... Alain Labrousse. Alain Labrousse, pardon, oui, excuse-moi. Avec Alain Labrousse, ils ont fait un bouquin, Révolution contre Révolution en Argentine, dans lequel il analysait les choses. À cette époque-là, nous, c'est vrai qu'on a vieilli, mais quand même, on n'est pas Mathusalem non plus. Et alors donc, en termes d'une vie d'homme, s'est passé un changement immense de notre réalité, immense. Nous deux, à l'époque, chacun avec sa voix, avec sa façon de faire, une société socialiste, une société de justice finale, était promis, était inévitable. Et alors, on pouvait discuter par rapport aux différents schémas à prendre, aussi par rapport aux différentes réalités, c'est-à-dire nous, c'était pour moi la lutte armée en Amérique du Sud contre la dictature, etc. François, c'était un groupe maoïste, mais bon, pas les groupes classiques, c'était, je ne sais pas comment ça s'appelait ton... Le CDTIM, Centre d'études anti-impérialistes, et aussi la GOP, la gauche ouvrière paysanne. Voilà. Mais sinon, c'était les CDTIM après, effectivement. Bon. Bref, ce que je veux dire, c'est que dans quelques décennies, chose que c'est rien d'un point de vue historique, non,
tout a changé, le monde a changé, et effectivement, on est là en train de se dire, mais au fait, toute idée d'un monde nouveau, d'un monde de justice, est-ce que c'est possible de lutter contre l'horreur, contre la destruction, n'est-ce pas? Et on arrive à un point, que c'est le point de vue de ces bouquins, n'est-ce pas, qui est de dire, attendez, il va falloir vraiment voir qu'est-ce qu'est agir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est agir, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on passe d'une certitude absolue historique par rapport à l'agir, vers où on allait, à se poser la question, mais qu'est-ce qu'est agir et qu'est-ce qui agit? Qu'est-ce qui agit, n'est-ce pas? Et alors, il y a beaucoup de canailles un peu à droite, à gauche, de tous les côtés, qui parlent de l'effondrement des idéologies. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucun effondrement des idéologies. Ce qui s'est effondré, c'est le monde. Le monde réel s'est effondré, c'est-à-dire la crise, la rupture, la destruction est une destruction de la réalité. C'est-à-dire que nous assistons à un monde dans lequel les menaces écologiques, démographiques, épidémiologiques, économiques, culturelles, les menaces sont de tous les côtés et sont des menaces bien réelles. Ce n'est pas la fin des récits, c'est vraiment un moment dans lequel le réel du monde devient d'une complexité totale et très menaçant. Alors, nous, on s'est dit, au-delà des idéologies ou pas idéologies ou des récits, notre question, c'est de dire, mais alors, ces désirs-là, ces désirs de justice, ces désirs de protéger la vie, ces désirs de liberté, par où passent aujourd'hui? N'est-ce pas? C'est-à-dire que la question, c'est pas tous ces récits un peu stupides, on s'est trompé, on s'est pas trompé, on s'est trompé beaucoup. La question, c'est, dans notre situation, dans notre époque, effectivement, à quoi peut ressembler aujourd'hui notre désir intact, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand même, non? Je parlais François par rapport à notre génération, qu'est-ce qui se passe avec notre désir absolument intact de liberté, d'émancipation, de solidarité, de justice. Et c'est là où ces désirs-là, aujourd'hui, se confrontent à cette situation d'effondrement. C'est pour ça que dans les bouquins, on commence en disant écrire encore, non, pour que ça tienne, non, pour que ça tienne. Mais c'est vrai qu'il y a une fidélité, il y a une fidélité par rapport à ces désirs-là, que lui, il ne reste pas échoué, ou perdu, ou diffus, dans les différents récits idéologiques. Voilà, ces changements d'époque, n'est-ce pas, de l'époque où voilà, nous avons commencé il y a très longtemps. Là je parle des années 73, c'est-à-dire que François était au Chili quand il y avait Allende, n'est-ce pas, et que nous, on avait viré la dictature. On parle vraiment de très loin, mais à la fois rien d'un point de vue d'un laps historique. Et alors je disais effectivement qu'on est passé de prendre le ciel par assaut, comme la phrase d'un certain Léon Davidovich Bronstein, non? Et alors on est passé de prendre le ciel par assaut à une étape une série d'effondrements, non, d'effondrements réels. Je disais tout à l'heure que les gens disent, certains canailles disent, c'est la fin des idéologies, la fin des grands récits, c'est la fin. Et à vrai dire, on dit non, ce qui est tombé, ce n'est pas les grands récits. C'est-à-dire, ce qui s'effondre, c'est vraiment des effondrements réels, écologiques, climatiques, démographiques, économiques, culturels. C'est-à-dire que le monde, le réel du monde, pose problème en tant que menace multiple pour les vivants et pour un certain niveau aussi de production, de culture, etc. Alors, nous deux, effectivement, on a commencé notre amitié, notre chemin ensemble dans le monde dans lequel on pouvait prendre le ciel par assaut. Et aujourd'hui, on commence ces bouquins, dans l'introduction avec Bastien, qui est d'une autre génération, bien entendu, on commence en disant, on écrit encore, en évoquant bien entendu Beckett, hein, c'est-à-dire écrire encore, faire encore de Beckett, c'est une évocation, un clin d'œil pour Beckett, non? Encore, on écrit encore, pour que ça tienne, encore, pour que ça tienne. On va faire comme si ça va tenir. Or, ça, ce n'est pas la question des récits ou pas récits. Et c'est là ce que j'évoquais tout à l'heure en muet pour la caméra,
quand je disais que ce qui n'a pas changé pour François et moi, c'est-à-dire, vous savez, on dit il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idées, bah, François et moi, on est deux imbéciles. C'est-à-dire, ce qui n'a pas changé, ce n'est pas les récits idéologiques. Ce qui n'a pas changé, c'est le désir de justice, de solidarité, d'émancipation, de protéger la vie. Et la différence entre les récits, les idéologies et les désirs, c'est que le désir fait partie du réel. Le désir, c'est cet élan, non, cette force, cet effort pour, comme dirait Leibniz, de l'être et l'effort pour être. Et là, on n'a pas changé. Simplement, effectivement, nous vivons dans des situations, dans des époques, et notre époque, l'époque des effondrements multiples, est l'époque dans laquelle les gens qui restent fidèles à ces désirs de justice, de liberté, de pensée, eh bien, nous devons penser, repenser les questions des basses, puisque effectivement, nous sortons un peu de cette, pour utiliser un mot un peu à la mode, non, bipolarité, la bipolarité sujet-objet, le sujet humain, l'objet monde, le sujet de l'histoire et le monde a changé. On sort de cette bipolarité, mais cette bipolarité qui est le monde cartésien, n'est-ce pas? Eh bien, sortir de cette bipolarité signifie donc ne plus pouvoir être dans la position de moi, sujet humain, je pense le monde et mon agir sur le monde, mais penser qu'est-ce qu'est un agir et qu'est-ce qui agit. C'est l'effort qu'on a voulu fournir là, dans cette fidélité, dans le désir d'émancipation, de protéger la vie. Voilà. Mais c'est ça, vous commencez en fait par cette question justement de la première bipolarité que vous abordez et qui s'effondre, c'est celle sujet-objet, ou voire même individu-société aussi, parce que c'est ce qui en découle. Et du coup, c'est vrai qu'à partir de là, vous proposez aussi une approche originale, puisque c'est une approche finalement qui est entre épistémologie et philosophie, qui propose de mêler la science et la philosophie, et que vous définissez comme une phénoménologie existentielle. Donc de là, je pense qu'il y a deux questions qui pourraient se poser. Déjà peut-être la question des influences que vous sollicitez beaucoup tout au long du livre. On a évidemment Spinoza qui revient souvent, Michel Henry, Sartre, mais on a aussi Varela, Poincaré, Simondon. Donc du coup peut-être revenir un petit peu sur ces influences-là et comment elles structurent aussi cette réponse d'une construction d'une phénoménologie existentielle. Et puis aussi peut-être, et là ça rejoint un petit peu notre propos introductif, essayer de montrer aussi comment cet ouvrage-là s'articule avec les précédents, notamment la singularité du vivant, fonctionner ou exister, et voir un petit peu comment tout ça, ça se suit, ça se répond, et puis comment les questions se déroulent à partir de là. Peut-être un mot sur la deuxième partie de ta question, on reviendra sur la première partie qui est voilà, la réponse va être costaud. Mais déjà effectivement, peut-être pour faire le lien avec le précédent ouvrage de Miguel sur la singularité, mais même des ouvrages précédents, je pense notamment au mythe de l'individu, c'est évident que, et c'est d'ailleurs ce qui constitue aussi l'accroche du livre, on est dans une époque où il n'y a pas un jour où on ne se pose pas la question de comment agir. Et la question qu'on s'est posée, c'est effectivement à qui s'adresse cette interrogation. Alors cette interrogation aujourd'hui, elle s'adresse toujours et encore à la figure de l'individu. Or, c'est le point de départ, mes points de départ qui remontent voilà, très loin dans les travaux de Miguel, c'est qu'on est convaincu que l'individu n'est plus la bonne figure pour répondre à cet appel-là. Et que si on continue de s'adresser à l'individu, il ne répondra jamais d'une certaine manière. Je crois qu'on l'écrit comme ça dans le livre, on dit on appelle à l'aide et on compose un mauvais numéro. Donc c'est pour ça aussi que finalement le début de ce livre se veut aussi comme une reprise d'un travail qui est de rappeler effectivement en quoi cette figure de l'individu aujourd'hui n'est pas en mesure de répondre à cet appel-là et de revenir sur la destruction, par la destruction, on va dire la décomposition, le délitement de l'individu qui finalement en vient à projeter sur le monde aussi son propre effacement. Voilà, donc il y a clairement cette continuité là dans le travail, et si effectivement on part du principe que l'individu n'est pas la bonne entité pour répondre, la question était de savoir qu'est-ce qui peut agir, quelle figure peut agir, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas voulu intentionnellement appeler l'ouvrage les nouveaux sujets de l'agir, et qu'on reste avec ce terme
même s'il ne nous a pas toujours satisfait, c'est un peu général de figures, sans présupposer demain le retour à un sujet, au sens du sujet d'agir de l'humanisme. L'homme réduit à sa portion congrue l'individu. C'est ça. Par rapport aux figures de l'agir, ça on va revenir, parce que c'est un truc qui est compliqué à penser en tant qu'occidentaux, que c'est assez une nouvelle figure. Mais je voulais d'abord, par rapport à ta question, Rémi, dire, avec François, on a suivi, donc quand Varela est apparu dans notre travail. Francisco Varela, qui est un philosophe chilien. Biologiste. Biologiste au départ, mais enfin philosophe, il est devenu philosophe. Aussi philosophe, qui est décédé prématurément, malheureusement. Absolument, oui. Alors, un grand bonhomme. À un moment donné, on a trouvé Varela. Pourquoi on a trouvé Varela? On a trouvé Varela parce que, effectivement, la question qui s'est posée, que nous pouvons présenter avec les 3 questions kantiennes, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux connaître, qu'est-ce que je peux faire, et qu'est-ce qui m'est donné d'espérer? Qu'est-ce que je peux espérer? Or, qu'est-ce que je peux connaître était un vrai problème. Pendant tout le XXe siècle, c'était un vrai problème. Et c'est drôle parce que c'est un problème qui a duré 100 ans presque. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux connaître? Qu'est-ce que c'est que connaître? Il y a toute la vulgata pour dire la vérité, non, de la physique quantique, c'est une vulgata, c'est-à-dire cette idée de que est-ce que l'objet a besoin du regard? Bon, tout ce qu'on a dit, mais correspond à une réalité. Au-delà de la physique quantique, correspond à une réalité. La réalité est qu'il y a eu, au début du dernier siècle, une décomposition épistémologique des objets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'était un objet, qu'est-ce que c'était connaître, qu'est-ce que je pouvais connaître, non? Et alors, effectivement, du coup, le monde apparaissait comme une masse hétérogène, que seulement les discours, c'est ce qu'on appelait le tournant linguistique, n'est-ce pas? Seulement les paroles, les mots, dans une sorte d'ultra-nominalisme, seulement les mots pouvaient créer de l'homogène dans l'hétérogène du monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça c'est un livre, pourquoi ça c'est une table? Seulement parce qu'il y a un discours. Et alors on disait, dans les tournants linguistiques auxquels Lacan, il a beaucoup participé en France, Derrida, etc. Bon. Et alors, dans les tournants linguistiques, on va dire, tout est discours, tout est récit, sans méta-récit. Méta-récit, ça veut dire qu'il n'y a rien de concret qui ordonne ou qui crée des asymétries. Bon. Pour tous ceux et celles qui ont resté fidèles à un certain principe de matérialisme, ces tournants linguistiques, que tout est question de blabla, pour dire comme ça de façon respectueuse envers les collègues, toutes ces questions de blabla ne nous satisfaisaient pas. C'est-à-dire pour nous, l'oppression, la destruction, etc., c'est pas du blabla. La maladie, c'est pas du blabla. Pas tout est de récit, tu te balances par le 3e étage. 3e peut-être encore ça va, mais bon, mettons, pour être plus radical d'un point de vue matérialiste, du 10e étage tu te balances, bah, tu te fais pizza au rez-de-chaussée, c'est pas un récit. Et alors donc Varela est le premier mec qu'à un moment donné, il va systématiser ça, il va dire l'hétérogène du monde est unifié par la perception, par l'appareil perceptif du vivant. Ah merde, c'était... Bon, on a fait un bouquin, ipso facto, on a travaillé là-dessus, j'ai eu la chance de connaître Varela à cette époque-là, effectivement, et là on s'est mis à travailler, c'est-à-dire non, par rapport à cette historique qui évoque Bastien, qui est maintenant dans un âge de maturité, on pourrait dire. Merde, c'était un moment historique. Tout d'un coup, on dit, ah, l'hétérogène du monde, on avait là un principe matérialiste pour évoquer la fabrication d'homogènes par rapport à l'hétérogène. Bon, alors après, effectivement, les autres auteurs que tu as cités, l'existentialisme, la phénoménologie, toutes s'articulent avec les principes scientifiques de Varela. Non, la philosophie s'articule avec ça, prend une nouvelle même des auteurs anciens, non, qui avaient vécu avant Varela, mais tout à coup il prend corps avec ces principes matérialistes de Varela. C'est-à-dire que tout à coup, le Merleau-Ponty de la phénoménologie de la perception, qui est fantastique, ne dit pas autre chose, oui, mais ça prend corps. Du coup, on sait, avec des exigences scientifiques de l'époque, on sait pourquoi, non, on pourrait dire que c'est le support scientifique de la phénoménologie de la perception de Merleau est donné par Varela. Alors,
là, à partir de là, on se dit, bon, mais voilà, on va travailler à partir de là. C'est-à-dire qu'on a un nouveau principe de qu'est-ce qu'est connaître. Qu'est-ce que je peux connaître? Et qu'est-ce que je peux connaître dans une phénoménologie? Pourquoi phénoménologie? Parce que ce que je peux connaître, c'est ce qui existe dans les rapports. Non? Et là, on réveille Mach. Non? Ernest Mach, contre lequel Lénine avait écrit un bouquin, n'est-ce pas? C'est-à-dire, qui est matérialisme et empirocréticisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pourquoi? Parce que Mach, il va dire, voilà, c'est les rapports qui créent l'objet. L'objet est le produit de la connaissance et non pas la source de la connaissance, n'est-ce pas? Pour Mach. Ok. Alors, Lénine, pour la petite histoire, effectivement, il dit non, comment ça se fait que on met en cause que le monde est là dans un matérialisme plutôt simpliste, même pas trop dialectique. Le monde est là et je le connais, n'est-ce pas? Donc c'est drôle parce que Lénine, là, même en laissant derrière les principes même philosophiques du marxisme, non, il va tomber dans une bipolarité. Non, il va rappeler à la bipolarité pour garder le sujet humain, sujet de la connaissance. Bon, c'est un peu ça. Après, effectivement, disons ça, c'est le premier pas. Le premier pas, c'est qu'est-ce que je peux connaître. Et nous avons beaucoup travaillé jusqu'à arriver maintenant avec ces bouquins-là. On a beaucoup travaillé, là je parle avec François, non, qui comme tout le monde sait, c'est lui qui a écrit mes bouquins, c'est mon nègre blanc. Et vous savez, François, il est connu dans le monde de l'édition parce qu'il corrige en rouge, il dit non, oui. Et toi, tu as travaillé. Alors, grâce au non, oui de François, on a beaucoup travaillé, mais on avait la première partie. Qu'est-ce que je peux connaître? Et il restait, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux espérer? Et ça, Rémi... Non mais c'est ça, qu'est-ce que je peux faire, ça passe aussi par la deuxième partie du bouquin qui là s'intéresse au commun et à cette relation et comment elle existe finalement cette relation-là. Le commun, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup actuellement et notamment dans les milieux de la gauche radicale. Et là, c'est vrai que vous en donnez un nouvel éclairage aussi, vous en proposez un nouvel éclairage, notamment par cette dimension aperceptive commune et la manière dont finalement on a sous les yeux vraiment ce lien qui nous unit et qui finalement, et ça c'est dit à plusieurs reprises, ces chaînes elles changent de forme, elles deviennent liens et elles deviennent intéressantes, on peut construire là-dessus. Donc peut-être revenir un peu sur les dimensions aperceptives communes et comment ça se construit. Alors on n'a pas la possibilité de faire le fameux schéma qui aide à comprendre, mais peut-être en quelques mots revenir sur ce commun-là, comment il est partagé et comment il sert de base finalement à agir ensuite. On peut faire la pub pour le séminaire, on peut dire que voilà, dans le collectif malgré tout, vous trouvez, dans le site du collectif malgré tout, vous trouvez des dates de séminaire. Il y a des bonus. À vrai dire, par rapport à l'agir, il faut savoir quand même que d'un point de vue classique de l'agir moderne et marxiste là-dedans, mais c'est pas que marxiste, il y a quand même une naïveté du bon sens, c'est-à-dire, mais voyons. C'est clair qu'est-ce qu'il faut faire, il faut aller dans cette direction-là, n'est-ce pas? Alors, le bon sens, dans la clinique individuelle comme dans la clinique sociale, le bon sens était de dire quelqu'un qui se drogue, il va arrêter de se droguer, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelqu'un un peu plus souffre, il va arrêter de souffrir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le bon sens apparaissait dans les dispositifs de la modernité, apparaissait comme en disant, bon ben voilà, on agit par rapport à quelque chose qui, si tu ouvres les yeux, tu vois où est le bon sens. Or, force est de reconnaître, et là on a travaillé beaucoup avec Bastien là-dessus, force est de reconnaître que pas mal de copines, de copains sont morts pour informer sur ces bons sens. Non, pour dire aux ouvriers, aux Indiens, aux exploités, aux opprimés, de dire, mais écoutez, regardez, moi je pense toujours à ça, c'est ma maman qui m'avait passé ça, je dis bonjour à ma maman. Alors, ma maman m'avait passé quand j'étais môme, quand j'avais 15 ans, elle m'avait passé les petits trucs de Marx, tu sais, les petits travail salarié et capital, les petits, c'est pas un bouquin, c'est des petits brochures de Marx. Alors, dans le travail salarié et capital, effectivement, moi j'ai eu la révélation. Ah, mais bien sûr, on ne paye pas les travail, on paye la force de travail,
il faut sortir tout de suite à expliquer aux ouvriers qu'on est en train de les entuber parce qu'on ne les paye pas leur travail, on les paye l'effort de travail. Et alors ça, c'était pareil, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui fume, toi, médecin, tu lui dis, écoutez, fumer, ça fait mal, l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ça fait mal, je ne fume plus. Le problème, c'est que les choses se sont compliquées parce qu'effectivement, ça ne s'est passé pas tout à fait comme ça. Et là, il y avait un jeune homme qui criait depuis l'histoire, qui disait la servitude volontaire, n'est-ce pas, un tout jeune homme, il avait 15 ans quand il a écrit son bouquin, n'est-ce pas. Et alors donc, nous, force de se rendre compte que l'universalisme sur lequel le marxisme s'est basé, de dire quand même on a tous un intérêt commun. Il faut savoir que Marx, dans un passage du Capital, il dit même la bourgeoisie qui doit être donc vaincue, a intérêt dans cette émancipation, parce qu'elle fait partie de l'humanité. Bon, c'est quand même... Nous, on était contents, surtout quand tu fais la lutte armée, tu es content de savoir que même celui contre lequel tu tires, c'est pour son bien. Ça te dédommage un tout petit peu, tu vois. Tu dis, bon, c'est bon pour la conscience. Quand même, tu dis, écoute, poum, c'est pour ton bien, tu vois. Voilà. Et alors donc, effectivement, là, il y avait un petit problème. Un petit problème que une tendance qui en 1970 déjà ça existait, qui est un tout petit peu le début du relativisme culturel, etc., mais qui était très très marginal, à cette tendance-là va dire non, pas du tout, il n'y a pas un socle commun, universel, il y a des cultures, c'est le relativisme culturel, cultures différentes. À l'époque, le relativisme culturel, non, François, c'était Alain de Benoît. C'était la droite, la nouvelle droite du Figaro, qui avançait ça pour dire, effectivement, les cultures ne peuvent pas se mélanger, parce qu'il y a des principes... voilà. Donc il y avait d'un côté l'universalisme, de l'autre côté le relativisme. Alors nous, on dit, est-ce que nous pouvons dire, par exemple, aller dire avec un mégaphone, on se plante devant Monsanto, on dit, écoutez, monsieur, je ne sais pas quoi, non, je ne sais pas comment s'appelle... l'autre canaille là, écoutez monsieur Canaille, vous allez être pollué comme nous. Ou tu vas devant Volkswagen et tu lui dis, écoute monsieur Schmitt, vous serez, si vous truandez les pots d'échappement, vous et vos enfants seront... Et ça c'est l'idée de l'universalisme. Vous ne pouvez qu'être intéressés par les mêmes choses que nous. Or nous on s'est rendu compte que pas du tout. C'est-à-dire c'est un non-travail qu'on a fait, que tu évoquais Rémi effectivement, en neurophysiologie de la perception, on essayait de comprendre pourquoi il n'y a pas un socle commun. Il n'y a pas de socle commun. C'est-à-dire, les gens sont absolument engagés, piégés ou engagés au co-substantiel avec leur travail. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on avait créé avec François il y a très longtemps, quand on disait parler d'humanité commune, c'est aussi naïf que dire au lion qui va bouffer la gazelle, mais vous êtes tous les deux mammifères, n'est-ce pas? Et alors, allez dire à n'importe quel canaille qui est en train de polluer la planète, mais on est tous les deux humains, c'est une connerie absolue. Et alors, c'est là où on dit, mais bon, mais donc quoi? C'est le relativisme culturel? Non, parce que le relativisme culturel, il établit des micro-universels partout. Et alors on se dit, bon, le commun il y a, mais le commun est le produit d'un agir commun. C'est-à-dire, et cet agir ne peut pas être mondial, c'est un agir, effectivement, toujours situationnel, local. Alors, effectivement, on s'est posé cette question-là, et dans les bouquins, on développe cette idée-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'idée de que les communs ne peut pas être un appel naïf à un faux universalisme, le commun ne peut pas être, encore moins, n'est-ce pas, un appel à un non commun. Non, chacun le sien, parce que le problème des relativismes culturels, c'est que le relativisme culturel, c'est comme une peau de chagrin, non? C'est-à-dire qu'il y a d'abord ma communauté, mais dans ma communauté, il y a la sous-communauté, il y a ma sous-communauté, et finalement, ça tombe dans une sorte de caricature d'individualisme qui est à chacun sa vérité, n'est-ce pas? Qui va dans les côtés nihilistes, postmodernes, il n'y a pas de vérité. Alors ça, effectivement, c'était, voilà...
Oui, bon, c'est évidemment compliqué de le résumer en 3 minutes, mais il y a évidemment tout un développement sur... Non, en plus, si tu le résumes en 3 minutes, ils ne vont pas acheter le bouquin. Ils vont pas acheter le bouquin. Mais voilà, effectivement, on ne présente pas le commun comme un état. Ce que l'on dit, c'est qu'il n'y a pas un état du commun. On ne tombe pas sur le commun parce qu'on aurait tourné à droite de la rue et pas à gauche. Donc c'est vrai que le commun est présenté comme étant existant en acte. Il n'y a que des actes de production du commun. Et c'est aussi à travers le commun, et c'est vrai que le bouquin est un aller-retour permanent entre, on va dire, toute une réflexion autour de questions ontologiques, et effectivement cette dimension plus phénoménologique de notre réflexion. Mais le commun est ce qui va permettre effectivement de nous mettre en relation avec ce qu'on appelle les dimensions pré-individuelles. Voilà. Ces dimensions pré-individuelles qui sont d'une certaine manière comment dire, comme avec la bande de Mobius ou comme avec l'image de Deleuze des plis de la mer, hein, tous les hommes sont comme des îles dans la mer. Et effectivement, on est composé par ce soubassement qui ne veut pas dire qu'il y a un socle commun. Voilà. Donc c'est ce travail-là, oui, qui est... Alors, pour arriver à là, il faut effectivement quand même faire l'effort de lire les 5 chapitres qui précèdent. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on a fait un travail qu'on a suivi dans les séminaires, etc. On a fait un travail dans lequel on a voulu comprendre, d'un point de vue en fidélité avec cette neurophysiologie de la perception et avec cette phénoménologie de la perception, hein, pour dire les deux, on a voulu comprendre vraiment comment les mécanismes réels de cet non-commun. C'est-à-dire que comment ça se fait qu'il y a un non-commun qui met en cause la naïveté de l'universalisme de la modernité. Non, c'est ça, et puis ça rejoint aussi une autre réflexion, et là c'est peut-être une question plus pour Bastien, mais sur le statut de l'information et la manière dont l'information domine aujourd'hui le monde. À un moment vous écrivez plus je suis informé, moins je peux agir. Et la question que je me posais, c'est notamment à l'heure d'internet et puis des chaînes d'infos en continu, et donc voilà, comment le journaliste du coup il se place par rapport à ce constat-là, c'est-à-dire que il est peut-être tiraillé aussi face à ce constat, et qu'est-ce qui reste à construire et comment il peut agir justement. Alors, je ne sais pas trop pour le journaliste, ta question me fait penser encore à un article que je lisais il n'y a pas longtemps sur les biais cognitifs. Je ne sais pas si aujourd'hui vous pouvez quasiment, pas tous les jours, mais très régulièrement, effectivement, on essaye d'expliquer le manque de réaction des individus par rapport à des biais cognitifs, des sortes de distorsions cognitives qui feraient qu'on ne serait pas en mesure de réagir même si on a la bonne information. Et je trouve que c'est plutôt symptomatique, effectivement, pour moi, de l'espèce de cage dans laquelle aujourd'hui on s'enferme par rapport à la question de l'agir. Parce qu'on ne remet pas en cause la réalité des biais cognitifs. La conscience est aussi une formidable machine à produire des illusions. Mais ce qui est tout à fait étonnant finalement dans le discours aujourd'hui des neuroscientifiques, puis effectivement des journalistes qui relaient, c'est de réduire l'agir à une affaire de conscience. C'est-à-dire que finalement, si les gens ne prennent pas les bonnes décisions, si les gens effectivement ne font pas le tri sélectif, si les gens ne prennent pas la bonne attitude, la bonne posture vis-à-vis du réchauffement climatique, c'est parce qu'effectivement notre cerveau nous jouerait des tours. Alors évidemment dans cette vision-là, le cerveau est vu comme une machine à traiter de l'information. Donc c'est déjà nous ce qu'on conteste déjà, c'est qu'on ne réduit absolument pas le cerveau à une machine à état discret, et qu'en plus le cerveau serait une mauvaise machine à traiter de l'information, et beaucoup moins performante que l'ordinateur lui-même. Mais surtout ça renvoie l'agir à une dimension qui serait celle effectivement de la pure information, en oubliant toute la dimension qu'on développe dans le blanc, qui est la question des corps qui sont toujours engagés dans des situations, et qui fait que l'agir, évidemment, relève de dimensions, de processus qui dépassent largement la seule implication du cerveau. Okay. François, peut-être que vous avez une question ? Oui, moi j'aurais une question sur l'aboutissement de cette démarche, l'aboutissement, comment dire, proprement politique. Parce que vous dites, dans tout ce que vous développez dans le dernier chapitre du livre, le 7e chapitre que vous avez appelé « Le retour de l'exil », et que je trouve, moi, particulièrement pertinent quand vous écrivez que le point important, c'est d'être capable, par rapport à cette question de l'agir, du que faire aujourd'hui, de développer l'action restreinte par la multiplication des expériences concrètes de contre-pouvoir. Donc ça, c'est un truc extrêmement précis
action restreinte, expérience concrète, contre-pouvoir, dont on voit bien à quoi ça correspond. Moi, personnellement, je suis arrivé aussi à une conclusion politique du même ordre, par peut-être d'autres cheminements, mais je trouve que, d'une certaine façon, c'est une démonstration que vous proposez de cette posture politique aujourd'hui pour répondre justement aux grands vides, aux grandes interrogations que les effondrements dont tu parlais au début provoquent chez les individus, chez les personnes, mais aussi chez les collectifs. Donc comment les collectifs peuvent se reprendre. Donc cette notion, moi j'aimerais bien que vous développiez un peu ça tous les deux, cette notion d'action restreinte, Oui. comment elle se lie à cette histoire, à cette question du corps, de l'agir qui ne peut exister sans être incarné dans un corps, physiquement. Quel rapport entre ces dimensions-là, disons, l'action restreinte comme perspective politique, alors, comment vous y arrivez? Alors, l'action restreinte, effectivement, qui est un terme que nous empruntons à Mallarmé, il y a un poème de Mallarmé qui s'appelle l'action restreinte. Et au fait, l'action restreinte ne veut pas dire, n'est pas par rapport à la taille ou l'intensité de l'action, est plutôt dû au fait d'abandonner la bipolarité du sujet-objet et de la maîtrise de la situation. Or, pour nous, en tant qu'occidentaux, ou assimilés occidentaux, il est compliqué de penser une autre figure que l'homme, non? Alors, que l'homme, que l'humain, en agissant, non? Alors, nous avons essayé d'évoquer, en parlant entre nous, on a essayé d'évoquer, mais comment une niche écologique, comment un ensemble pourrait agir. C'est-à-dire, si ce n'est plus l'homme le sujet de l'histoire, si ce n'est pas l'être humain le sujet de l'histoire, si effectivement, dans cet agir, il faut que c'est un agir dans lequel c'est un ensemble qui agit, alors à quoi ça ressemble un ensemble qui agit, non? Nous ne sommes absolument pas précurseurs là-dedans. C'est-à-dire, nous on aime bien citer avec Bastien cet pragmatisme des juristes, par exemple, qui sont loin d'être en abstraction, et qui, depuis maintenant une bonne dizaine d'années au moins, évoquent d'autres sujets des droits. C'est-à-dire que tout à coup, on se rend compte que même les juristes, même dans la jurisprudence, non, l'idée de la bipolarité sujet-objet ne marche plus. C'est-à-dire qu'il y a c'est choral, la chose elle est pour le moi chorale, c'est-à-dire que la mer est un sujet de droit, la forêt est un sujet de droit, les fameux guénons argentins qui avaient été nommés sujets de droit, n'est-ce pas? Donc on se rend compte que du coup, on commence à voir cette multiplicité des vecteurs de l'agir. Le rapport avec de cette multiplicité est un tout petit peu ce qu'il appelle la diplomatie, Morisot, ce que Morisot appelle la diplomatie, non, les rapports de diplomatie. C'est-à-dire quoi un rapport de diplomatie? C'est un rapport l'anthropologue des loups. Oui, absolument, absolument. L'anthropologue des loups appelle la diplomatie, non, de l'agir. C'est-à-dire que cette diplomatie, c'est cette prudence, c'est là la restriction, la restreinte dans ce sens-là, non? C'est-à-dire que cette prudence dans laquelle la pensée doit tenir compte de plusieurs vecteurs. Et un des vecteurs est l'humain, mais est un des vecteurs. C'est-à-dire qu'on est contre une écologie au service de l'humain. Pour nous, une écologie radicale doit décentrer l'humain et l'incorporer en ensemble. Alors on s'est dit, mais zut, c'est compliqué de penser un écosystème, une niche écologique qui agit. C'est difficile pour nous en tant qu'occidentaux. C'est vrai que moi, je raconte toujours l'expérience que j'avais fait une fois à Jujuy, au nord-ouest de l'Argentine. Il y avait des membres d'une entreprise minière du Canada qui venaient faire de la minerie à ciel ouvert. Et alors ils sont vus, tu vois, il y avait quelques communautés Koya dans la région, ça devait faire des centaines de personnes maximum, tu vois. Et alors les mecs ils se sont dit, ici on a la tâche fastoche, on les propose une indemnité, bonne indemnité, vraiment c'était très bonne, et vous déménagez. Et c'est quand même une expérience de voir comment pour ces Koya, déménager, c'était pas clair. C'est-à-dire comment déménager, c'est-à-dire j'apporte la montagne, le condor, les lamas, le soleil, comment, qui déménage, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est vivre
dans ce que Morisot appelle la diplomatie, et je pense que là c'est un exemple très clair. C'est-à-dire, il sait vivre, il sait très bien la différence entre le lama, le condor, la montagne, mais c'est-à-dire, on vous donne de l'argent et vous déménagez. Mais il dit, mais si c'est corps que c'est moi déménage, c'est la partie congrue, non, c'est ensemble. En Occident, la vérité, c'est que les exemples d'une pensée qui tient compte d'un ensemble agissant, non orienté par l'homme, ils viennent tous de la droite et des économistes de droite. Le papa de ça, c'est bien entendu Adam Smith, avec la main invisible. C'est-à-dire, dans la main invisible, la droite libérale de l'époque, qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, c'est-à-dire... mais qu'est-ce qu'il dit? Il pense à une situation dans laquelle l'humain est un vecteur. Après, il y a Hayek. Plus tard, il y a Hayek. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est drôle parce que la gauche, avec son volontarisme du sujet de l'histoire, qu'on va casser l'histoire en deux, je sais pas quoi, a loupé, justement, cette finesse d'un Hayek ou d'un Adam Smith, n'est-ce pas? Qui pouvait voir l'homme là-dedans incorporé. Effectivement, c'est pas notre bord politique, c'est pas notre point de vue. Mais effectivement, il y a là une intelligence qui nous permet de voir que, même pour les Occidentaux, c'est pas impossible de penser l'humain comme un facteur de plus, donc restreint. Restreint parce que c'est dans un ensemble. Et alors, c'est vrai que dans la consigne, qui n'est pas qu'une consigne blabla, c'est vraiment une pratique des décennies de lutte à Notre-Dame des Champs, par exemple, et quand les sadistes, ils disent nous ne défendons pas la nature, nous faisons partie de la nature en train de se défendre, n'est pas une façon de dire. C'est-à-dire qu'un militant sadiste de Notre-Dame-des-Landes, moi je dis Deschamps, vous ne dites rien, là, vous n'écoutez absolument pas. Je dis Deschamps, oui, je dis la Deschamps que c'est une station de métro, pas loin d'ici, vous ne m'écoutez pas. Et dans tous les cas, vous faites semblant de m'écouter, vous êtes là. Bon, d'accord. C'est vexant, mais c'est le jeu continue. Il y a une ZAD au métro, t'as pas vu? Il y a une ZAD à Notre-Dame-des-Champs. Alors, Notre-Dame-des-Landes, effectivement, c'est pas des militants justement déterritorialisés. C'est-à-dire, c'est pas que quelqu'un qui est à Notre-Dame-des-Landes, tout à coup, il dit bon, maintenant je vais faire Notre-Dame-des-Landes ailleurs. Notre-Dame-des-Landes, c'est les arbres, la forêt, les animaux, c'est-à-dire, et les humains qui sont là-dedans, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est ça, un agir. Alors, cet agir restreint et situationnel, nous l'imaginons comme ça. Nous l'imaginons effectivement dans le sens de cette multiplicité agissante. À moi, me plaît beaucoup cette idée de diplomatie de Morisot. Non? Mais quand même, c'est action restreinte et puis expérience concrète de contre-pouvoir. Oui. Donc ça, contre-pouvoir, ça désigne bien quand même un affrontement. Absolument. C'est pas simplement une présence alors les contre-pouvoirs, hein, il a deux facettes, les contre-pouvoirs. Expérience concrète aussi. Si. Les contre-pouvoirs a deux facettes. Bon, je pense quand même que Notre-Dame-des-Landes, en attendant qu'au métro il y a quelque chose, et que Notre-Dame-des-Landes était une expérience concrète. C'est-à-dire que ce n'est pas une idée, c'est pas qu'on va faire un kibbutz là, c'est-à-dire ou une communauté hippie. C'est-à-dire c'est l'aéroport va détruire. Et alors, la nature se défend avec les facteurs humains dedans, mais c'est... Voilà. Alors ça c'est le côté concret. Alors, après, effectivement, les côtés contre-pouvoirs. Les côtés contre-pouvoirs a deux facettes pour nous, les contre-pouvoirs. D'abord, pour nous, on a récupéré un tout petit peu l'idée de Deleuze de résister, c'est créer. Hein? Lui, il disait créer, c'est résister. Bon, résister, c'est créer dans le sens de dire la résistance n'est pas agir contre, dans le sens que je joue aux échecs avec les noirs et je réagis. Non, la résistance est un agir, est un agir. Résister, c'est créer, c'est-à-dire que résister, c'est créer de nouvelles options. Hein? C'est créer du nouveau possible. Résister, c'est créer des nouveaux possibles. Mais c'est vrai que résister a un autre volet qui n'est pas opposé à celui-ci, mais qu'il faut assumer, qui est l'affrontement. Qui est l'affrontement. C'est-à-dire la destruction, les effondrements multiples du vivant, du monde, aujourd'hui, sont bel et bien réels. C'est-à-dire,
c'est une monstruosité ce qui est en train d'arriver. Nous ne savons pas comment ils vont vivre nos enfants, nos petits-enfants, nous ne savons pas. Parce que c'est pas qu'il y aura des effondrements. Nous sommes déjà dans des effondrements multiples. Alors, par rapport à ça, effectivement, nous ne pouvons pas rester juste dans une sorte de recherche absolument légitime des nouveaux possibles. Mais il faut savoir que ces nouveaux possibles, si vraiment ils se développent, ils s'attaquent au pouvoir réel, n'est-ce pas? C'est là où il ne faut pas avoir l'angélisme de croire que, parce que là, ça serait récupérer la naïveté de l'universel ancien, de dire, mais si nous montrons que c'est possible de vivre bien, je ne sais pas quoi, un autre bien vivre, ben si nous le montrons dans notre cours de récré, il n'y aura aucun problème. Mais si, mes petits, allez-y, n'est-ce pas? Si vraiment ces expériences qui se développent avec de nouveaux possibles sont d'une véritable puissance, bah, il faut quand même qu'on sache que l'affrontement est inévitable. Les affrontements sont inévitables. C'est-à-dire, je crois que personne doit concevoir aujourd'hui, non, d'une façon new age, un peu bébête, non, que nous pouvons développer d'autres possibles, fantastiques dans ce monde, etc. Si ces nouveaux possibles, quels que soient ces nouveaux possibles, n'est-ce pas, sont réels, concrets, objectifs, ils vont trouver très très vite la répression et l'affrontement. C'est très exactement ce qui est arrivé aux zapatistes. Ils ont construit au Chiapas une autre façon de vivre, vraiment un autre possible, absolument convaincant, disons, et que ça s'est traduit par le fait que l'armée mexicaine leur est tombée dessus. Absolument. Et que la répression continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils ont lancé une ça campagne continue jusqu'au jour mondiale justement pour la faire C'est-à-dire que chez les zapatistes, il y a eu quand même, avec tout le respect de cette expérience, n'est-ce pas, il y a eu quand même un tout petit peu l'idée de ce qu'on montre est tellement bien sensé, non, est tellement bien sensé, c'est bon sens, n'est-ce pas, c'est tellement bien que quand même, eh bien, les pouvoirs en face, justement, comprendre qu'il n'y a pas un socle commun, ça veut dire comprendre qu'en face, il y a des ennemis, pas des adversaires politiques, il y a des ennemis, n'est-ce pas, qui ne supportent pas ça. Alors, par rapport à ça, il y a une question qui n'est pas tout à fait développée dans les bouquins, quoique si, à l'introduction un peu, c'est le diagnostic de l'époque. Nous ne sommes pas dans une époque dans laquelle la question d'un rapport de force, des renversements des pouvoirs actuels, soit à l'ordre du jour, du tout, n'est-ce pas? Nous pensons qu'aujourd'hui, on est dans une époque dans laquelle il s'agit d'assumer ces effondrements, non, protéger la vie, développer des possibles, hein, mais je crois quand même que toute personne qu'aujourd'hui se dit mais comment faire une révolution, comment changer le monde, comment abolir le capitalisme, le néolibéralisme, éclipse dans son analyse tout bêtement la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est que pour le moment, ce qu'il faut, c'est développer des possibles, une multiplicité des possibles, contradictoires, conflictuels entre eux, n'est-ce pas? Développer des possibles dans des expériences concrètes et des contre-pouvoirs, qui est comme objectif protéger la vie. Protéger la vie, dire comment on peut protéger la vie, protéger la pensée, n'est-ce pas, protéger la biodiversité, la diversité culturelle, n'est-ce pas, comment on peut faire ça. Et je pense que par rapport à ça, quand nous parlons de nouvelles figures de l'agir, nous parlons de figures de l'agir pour cette tâche-là, n'est-ce pas? On n'est pas en train de parler quelle colonne on doit développer pour prendre les palais d'hiver, n'est-ce pas? On est en train de dire quelle nouvelle figure de l'agir pour cette tâche-là, qui est restreinte mais colossale. Hein. Peut-être juste un mot pour préciser sur la question des nouveaux sujets de droit. C'est une précision qu'on fait aussi dans le bouquin et qui du coup est là clairement aussi en phase avec toute cette préoccupation autour de qu'est-ce qui agit et pourquoi effectivement la figure de l'agir est une figure épocale. C'est ça aussi quand même le gros travail de cet ouvrage, c'est de montrer que ce qui agit, ce qui va être producteur
une production objective d'objectivité, ce qui va effectivement produire de l'homogène à partir de l'hétérogène du monde, que cette figure-là est une production historique, culturelle, qui implique des processus qui sont biologiques, culturels, sociaux. Et simplement par rapport au sujet de droit. Il ne faut pas avoir une représentation trop caricaturale du sujet de droit. C'est vrai que quand on parle sujet de droit aujourd'hui, certains ont à l'image finalement ces procès d'animaux au Moyen-Âge où effectivement on amenait un cochon à la barre du tribunal pour le juger suite à un accident ou voilà. Qui s'était bouffé un enfant. Qui s'était bouffé un enfant, en l'occurrence. Dans l'histoire, oui, c'est ça. Dans l'histoire, c'est ça. C'est évident que l'évolution à la fois, enfin dans le droit positif, alors c'est vrai que dans le droit occidental, cette évolution-là, on la voit surtout dans la jurisprudence. Hein, pour l'instant, il n'y a pas, enfin, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas eu dans le système législatif, système juridique occidentaux, il n'y a pas eu de reconnaissance d'un fleuve, sujet de droit, d'un écosystème, d'un animal. Mais par contre, dans la jurisprudence, on voit très bien que les juges, aujourd'hui, attribuent de plus en plus à des non-humains les qualités qu'on attribuait jusqu'à présent au sujet humain, au sujet homme. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas avoir une vision trop caricaturale qui serait finalement à la barre du tribunal, d'un côté un sujet humain et de l'autre un sujet non humain. Ce à quoi on assiste, c'est bien une redistribution des qualités du sujet et donc à une transformation des taxonomies, à une transformation des catégories. Et donc c'est pour ça que ces sujets de droit, il ne faut vraiment pas le prendre comme un exotisme propre à certains pays, de plutôt tradition animiste ou autre. C'est qu'on assiste vraiment là à, selon nous, les premiers symptômes d'une reconfiguration des modes d'individuation. Voilà. Et ce qui est surtout intéressant aussi, alors il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un débat, c'est un débat dans le monde juridique sur la question de est-ce qu'il faut ou pas accorder la personnalité juridique à des non-humains, voire pourquoi pas à des écosystèmes, à un fleuve, etc. Bon. Moi ce que je trouve intéressant dans cette évolution-là, c'est qu'il y a sans doute en arrière-plan évidemment des considérations d'ordre politique. Mais quand on lit un peu ce que la littérature juridique produit sur le sujet, c'est qu'on voit que la question des nouveaux sujets, elle n'est pas là dans une sorte de positionnement de bienveillance, d'un seul coup de sursaut moral de l'humanité à l'égard de l'animal, mais qu'elle est là parce qu'elle est la conséquence d'une confrontation à la complexité. C'est-à-dire que lorsqu'on lit effectivement cette transition qui va consister à considérer l'animal, le non-humain en général, comme un sujet, c'est parce que les juges sont face à des situations complexes, dans lesquelles pour penser et agir d'une certaine manière, eh bien, ils en viennent presque naturellement à faire ce décentrage pour être capable, effectivement, lorsqu'il s'agit de comprendre les conséquences de la construction d'une marina, parce que je pense à un cas très concret en Espagne, une construction d'une marina, sur lesquelles, effectivement, les conséquences étaient d'une certaine manière non dénombrables. C'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, il n'y avait pas cette possibilité-là, effectivement, de juger sur... Et donc, face à la complexité, la position du juge est celle, effectivement, d'accorder cette personnalité juridique, en accordant, en l'occurrence à la faune, et pas que la faune d'ailleurs, dans ce cas-là, et à la flore, les qualités du sujet. Moi, je pense qu'il faut banaliser un peu cette idée. Il faut essayer de voir très concrètement l'idée de qu'est-ce que signifie ne pas être en tant qu'être humain le seul sujet voilà, de tous les éléments qu'il y a ici, inertes, etc. Ce sont des pratiques de désubjectivisation de soi-même. Désubjectivisation de soi-même. Et mais sont quelque chose que nous faisons, une bonne partie de nous fait tous les jours. C'est-à-dire, quelqu'un qui apprend à jouer le piano, par exemple, quelqu'un qui apprend à jouer le piano, il n'y a pas lui, tout seul, qui maîtrise le piano, n'est-ce pas? Les pianos a ses propres possibles, ses propres non possibles. Et vous comprenez? C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que nous devons comprendre nos situations en interprétant les vecteurs multiples, non pas comme ce qui résiste à ma volonté. C'est ça, les points pivots des passages, c'est les vecteurs multiples, ne plus les interpréter comme ceux qui résistent à ma volonté souveraine d'être moi, le sujet, les vecteurs multiples comme ce qui constitue un ensemble complexe auquel je participe.
C'est là où, quand je disais, qui a pensé ces sujets complexes? Braudel. Quand Braudel parle de la Méditerranée, il va dire la Méditerranée rend possible certaines choses, rend répétables certaines choses, parce que c'est la Méditerranée avec tout son écosystème. Et bien entendu, Augustin Berg qui est en France un précurseur très très clair et très fondamental de tout ça, avec son concept d'écumène. C'est-à-dire que nous devons essayer de penser comment, non pas comment émanciper l'individu du pouvoir, mais comment nous émanciper nous-mêmes du pouvoir de l'individu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a, pour reprendre l'exemple du piano, non? Il y a deux façons de jouer le piano. Le piano doit être au service de mon moi, pour me donner pouvoir, argent, plaisir, ou je peux composer avec le piano pour faire quelque chose, pour faire de la musique, pour faire quelque chose. Alors, à vrai dire, plus on peut s'excentrer de notre moi, plus on peut composer, eh bien, plus on est en train de faire des micro-expériences de commun. Or, aujourd'hui, tout va dans le sens de la hyper-individualisation. La hyper-individualisation, le monde est mon terrain de jeu, ce type d'horreur réactionnaire est stupide à la fois. Mais c'est vrai, ça rejoint aussi une autre dimension, c'est que là on n'en a pas trop parlé, mais dans le rapport à la technologie, il y a aussi cette nouvelle manière d'aborder qui n'est pas technophobe et qui justement essaye de, vous en parlez brièvement, mais je crois que ça mérite sûrement d'être développé, sur cette nouvelle manière d'aborder la technologie, notamment dans ce rapport où finalement elle n'est pas ni soumise entièrement à la volonté, ou elle n'est pas objet en fait, on doit essayer de tisser des liens avec elle, et donc du coup ça rompt avec l'accusation technophobe habituelle, et c'est un nouveau chemin en fait qui se dresse par rapport à ça. Oui, là-dessus c'est un peu une position qu'on a en commun, c'est-à-dire par rapport à la technologie, pas la technique mais la technologie, n'est-ce pas? C'est-à-dire nous sommes très proches par affinité élective, par amitié, des groupes qui sont très critiques de la technologie, n'est-ce pas? Différents groupes. Mais notre position est une position vraiment qui se situe ailleurs, ni technophile, ni technophobe. Nous pensons d'un point de vue, une fois encore, matérialiste, la haute technologie est là. Et nous ne pouvons pas regarder le futur avec un rétroviseur. Alors la haute technologie est là. Pour le moment, c'est vrai que la technologie colonise les vivants, colonise et modifie les vivants quotidiennement, et avec une accélération incroyable. Mais avec ce qui est là, il s'agit d'inventer, de composer un rapport dans lequel nous puissions nous coloniser la technologie à des fins du vivant, et non pas, et donc en inversant ces courants-là. Mais c'est vrai que par rapport à la technologie, notre position est que dans ces ensembles, non, les grands ensembles de Braudel, l'écumène de Burke, etc., effectivement, nous introduisons la technologie aussi. C'est-à-dire que la technologie doit être considérée comme un vecteur de plus. Le problème, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout que c'est comme ça que c'est pensé. La technologie, les algorithmes, tout est algorithmique, donc le monde algorithmique est la nouvelle Aufhebung, non, la synthèse totale, tout est algorithmique. Alors, effectivement, nous disons, tout est algorithmique, et la consigne réactionnaire, aujourd'hui, qui menace les vivants, mais les algorithmes peuvent être très utiles, si nous les utilisons comme un vecteur de plus, dans un ensemble du vivant. Mais ça, c'est toute une lutte qui, effectivement, ne peut être expérimenté que dans des situations concrètes. Mais ça, c'est ce que tu as développé dans plusieurs autres livres auparavant, notamment Cerveau augmenté, homme diminué. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'être technophile ou technophobe, ça n'a en effet tout simplement aucun sens. Il s'agit de comprendre ce qu'est la technique, comment elle fonctionne, et comment le rationalisme, qui est son fondement, n'est-ce pas, a des limites intrinsèques. Très forte, et c'est ça la critique qu'on peut faire aux technophiles furieux, aux je sais pas quoi, aux transhumanistes, à tous ceux qui disent on va abolir la mort, on va aller sur Mars, enfin toutes ces conneries là. C'est que eux, ils ont leur hubris technophile en quelque sorte s'affranchit
de la compréhension de ce qu'est l'objet technique, l'artefact, qui a une limite. Et de ce point de vue-là, tu m'as fait connaître ton collègue, Giuseppe Longo, un mathématicien. Moi, je trouve absolument fascinant ce qu'il raconte, même si c'est pas toujours intelligible, mais en tout cas, quand, sur un point précis, quand même, il a mis le point sur une affaire qui m'a, pour moi, est vraiment bouleversante et qui est une critique radicale, en quelque sorte, de tous ces délires technophiles dont on parle, là. C'est qu'il montre, à propos des histoires de big data, vous savez, l'algorithmique aujourd'hui, c'est lié au big data. Et tous les data, toutes les données de nos réseaux sociaux, nos smartphones et tout le bazar, c'est des milliards et des milliards d'informations dans lesquelles on va envoyer des petits robots informatiques pour tirer du sens, tirer de l'information. Et bien lui, il a démontré mathématiquement que plus on a de data, ce qui est l'objectif des GAFAM, de tous ces gens-là, ils veulent avoir des datas sur l'humanité, le monde, tout, ben plus le risque que l'information, entre guillemets, les corrélations qui vont être identifiées par des robots remontent, fassent des erreurs gravissimes. Et ils racontent des conneries monumentales. Donc aujourd'hui, quand on dit par exemple l'avenir pour soigner l'humain demain, la santé de demain, c'est une santé qui sera fondée sur l'algorithmique des données de santé de chacun d'entre nous, et on va vous soigner avec ça, bah, de certaine façon, moi j'ai la trouille, parce que les diagnostics qui peuvent être faits, les préconisations qui peuvent être issues de ce type d'analyse purement mathématique et algorithmique, en fait, peuvent déboucher sur des monstruosités et des âneries. Mais ça, on l'ignore. On ne le sait pas. Je pense que Giuseppe Longo, c'est très important de le nommer, de le rendre hommage, parce que le travail... Il est mathématicien. Il est mathématicien, Giuseppe Longo, qui, bon, il est inaccessible, je sais pas. Moi, j'ai passé 15 années en train d'étudier Giuseppe Longo, et finalement, j'ai pu travailler avec Giuseppe Longo aussi pendant quelques années. En fait, ce sont des travaux que, effectivement, on pourrait dire que personne n'a trop d'intérêt de les rendre lisibles, compréhensibles. Moi, je me suis donné aussi ce travail de m'articuler, de m'agencer avec Giuseppe, parce que c'est fondamental. Ce que Giuseppe Longo raconte dans les mathématiques, ou que Jean-Michel Besnier raconte depuis la philosophie, c'est-à-dire une position non ni technophobe ni technophile, mais de compréhension de ce qui se passe, c'est très important parce que ce que tu dis, si on prétend parce que tu sais, c'est quand même le défi de la dernière partie de la critique de la faculté de juger de Kant. Il dit, pour le moment, il n'est pas né le Newton capable d'expliquer cette brindille d'herbe. Eh bien, donc ce que Giuseppe explique, c'est qu'il y a une impossibilité structurelle à expliquer mathématiquement cette brindille d'herbe. C'est-à-dire que Giuseppe, il répond à Kant. Il le dit, c'est pas qu'il n'est pas né les Newton capables d'expliquer cette brindille d'herbe. C'est qu'il y a une difficulté qu'il explique très très bien, et que bon, moi j'ai repris en essayant justement à la fois de montrer ce que j'avais appris de Giuseppe et en donnant à César ce qui était à César, n'est-ce pas? Mais une chose qui est quand même assez, disons, palpable, non? C'est que à moi ça m'a beaucoup touché quand je lis que Turing écrit que même dans l'arithmétique, pas tout est calculable. Tu imagines si même dans l'arithmétique, pas tout est calculable, quand tu essayes d'appliquer algorithmiquement, tu vois, à un corps humain, non, un modèle purement algorithmique, bah, effectivement, ça peut marcher jusqu'à un certain point. Si vraiment on délègue toute notre responsabilité de connaissance à l'algorithme, on est en train d'ignorer les limites d'une rationalité, que c'est là où il y a une métaphysique de l'algorithme. Nous, autant qu'on est dans le monde, on sait qu'il y a eu pendant quelques siècles une utilisation déraisonnable de la raison. Alors maintenant on revient. Alors il y a un obscurantisme qui pointe le bout de son nez en disant vous avez la raison. Non, il s'agit de construire une raison qui puisse cohabiter avec son limite de non-savoir, n'est-ce pas? Alors, le problème, c'est que la plupart de nos contemporains, ils n'ont pas dit « Ah, effectivement, on a fait une utilisation déraisonnable de la raison, donc il faut une raison complexe. » Edgar Morin, une raison complexe. C'est tout à fait rationnel, les travaux de Morin, mais des rationalités complexes, donc qui cohabitent avec le non-savoir. Non, la plupart de nos contemporains, soit ils ont dit la grande fête obscurantiste du non-savoir, n'est-ce pas?
où les autres, ils ont dit, la machine, la calculette, la machine algorithmique, elle sera rationnelle. Et pourquoi elle sera rationnelle? Parce qu'elle n'a pas de corps. C'est pour ça que nous, dans notre bouquin, on met au centre du dispositif les corps. C'est-à-dire qu'en tant que phénoménologue, Bastien et moi, on propose quand même quelque chose qui était insinué par Michel Henry, ou développé d'une certaine façon, même chez Husserl. Mais nous, on a dit, bon, là où la phénoménologie et l'existentialisme met la conscience au centre, nous mettons le vivant au centre. Et nous pensons qu'effectivement, il s'agit de ça. Quand on dit défendre la vie, qu'aujourd'hui la tâche est défendre la vie, les vivants, c'est ces corps-là. Ces corps-là agencés, ces corps-là dans lesquels, quand Morisot parle de diplomatie, ça ne veut pas dire que je suis gentil et donc comme je suis gentil, je ne vais pas qu'il y ait des élevages intensifs horribles, parce que je suis gentil et je suis touché. Non, il faut comprendre que cette diplomatie n'est pas de la gentillesse bébête. Cette diplomatie est cette action restreinte dans laquelle l'humain doit faire très attention, parce qu'à vouloir dominer et maîtriser, est arrivé à une destruction, aujourd'hui apparemment irréversible. Ah non, pardon. Non, juste un mot par rapport à ce que tu dis, François, sur effectivement, finalement, les limites du paradigme informationnel, du tout algorithme qu'on peut finalement, moyennant un peu d'effort, rapidement détecter. Alors je ne parle pas de l'article de Giuseppe Longo sur le théorème de Ramsey qui demande de s'accrocher, mais je pense que si on regarde réellement, et aujourd'hui, Rémi aussi par rapport à ta question sur l'information, on peut demander au nombre de journalistes aujourd'hui qui savent ce que c'est une information au sens de l'informatique. Est-ce que c'est une data? Est-ce que c'est une data que Giuseppe Longo définit aussi avec son concept d'arrondi digital? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand même, cette croyance dans toute information et cette croyance dans cette puissance totale du numérique, ça relève aussi de l'idéologie. Ça relève aussi clairement de l'idéologie, mais d'une idéologie, contrairement aux autres, qui se prétend idéologique, non idéologique, pardon, comme toutes les idéologies, mais à la différence des autres idéologies, c'est que celle-ci ne prétend pas représenter le monde, elle dit « je suis le monde ». Et c'est pour ça que c'est très compliqué aujourd'hui de réfléchir les conditions d'une hybridation avec ce monde numérique. C'est que ce monde numérique, il s'oppose à rien. Il s'oppose à rien. Il ne reconnaît aucun autre, aucune altérité. Et donc c'est bien l'enjeu aujourd'hui aussi, c'est pour ça que dans tout le bouquin on retrouve cette problématique entre agir et fonctionner, de recréer des interfaces, d'être capable de créer des interfaces de conflictualité pour permettre une hybridation qui n'écrase pas le vivant. Et dans ce sens-là, effectivement, le livre est dans la continuité aussi, le bouquin sur la singularité du vivant, encore fonctionner, exister. Mais c'est effectivement cette difficulté-là à trouver. Alors, on pense que du côté de l'art, du côté des luttes sociales, du côté justement de l'action restreinte, c'est dans ces moments-là qu'on sera capable de recréer une conflictualité qui permettra une hybridation qui ne soit pas une colonisation. Ok, très bien. Est-ce qu'on laisse place aux questions oui, voilà, des participants? Voilà, pendant que tout le monde réfléchit un petit peu aux interventions qui viendront derrière, je dirais qu'il faut qu'on déplore un petit peu un manque de réaction par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à des systèmes qui font que les individus subissent plus qu'ils n'agissent. Je pense qu'il y a déjà un domaine, c'est que les gens sont beaucoup moins engagés politiquement. Je vois par exemple en France depuis quelques années le nombre de militants de partis politiques qui ont complètement décroché, qui n'existent plus. Il n'y a plus de participation citoyenne à la vie politique. C'était un petit peu l'âme. Donc on pense que les réseaux sociaux vont reprendre la suite, mais je ne sais pas si les réseaux sociaux vont reprendre la suite. C'est un véritable problème du désengagement du citoyen dans la vie politique, en dehors des problèmes d'abstention, bien sûr. Voilà, c'était une première réflexion pour ouvrir un petit peu le débat pendant que ça réfléchit. Voilà, on te remercie. Je voulais juste donner un petit avis par rapport à cette démobilisation. À vrai dire, la question de la démobilisation, je ne pense pas qu'il faut la prendre simplement en négatif, n'est-ce pas ? C'est vrai que les gens ne se mobilisent pas et alors
des mesures archi-réactionnaires passent, là récemment, des lois, des trucs archi-réactionnaires passent. Et on se dit, mais comment ça fait? Les gens ne se mobilisent pas, ils ne se mobilisent même pas pour défendre les acquis, hein, par rapport à la retraite, par rapport à le droit de chômage, voilà. Alors, c'est vrai qu'on ne peut que déplorer ça, de dire, mais pourquoi les gens... Ok, ça c'est le côté négatif, évident, et on voit bien ce qu'on perd. On voit bien ce qu'on perd, et on perd beaucoup. En revanche, il y a un côté qui n'est pas purement négatif, mais qu'il faut essayer de comprendre, hein. C'est que nous sortons d'un siècle et demi de révolutions et des mouvements révolutionnaires qui ont presque tous, je parle des mouvements révolutionnaires, n'est-ce pas, qui ont presque tous soit échoué, soit qu'ils sont vaincus, hein, triomphés, ils ont produit le contraire de ce qu'ils voulaient, n'est-ce pas? C'est-à-dire, là je parle par exemple des mouvements révolutionnaires. Le mouvement révolutionnaire, la révolution russe aboutit pas seulement à un échec, mais au goulag, à l'horreur, pour ne pas parler de la Chine, ou des Pol Pot, n'est-ce pas? Et des révolutions plus proches auxquelles on a pu participer comme Nicaragua, c'est-à-dire, alors donc, effectivement, il y a quand même dans la mémoire populaire quelque chose qui a fini par imprimer, qui est que l'espoir de prendre le ciel pour assaut produisait le contraire, non, produisait le contraire. Les mouvements non révolutionnaires comme les partis socialistes, électoralistes, etc., quand on les laissait gouverner, parce que c'est vrai, Allende on ne l'a pas laissé gouverner, mais quand en Europe ou en Amérique latine, maintenant, depuis quand même quelques décennies, on les laisse gouverner, on voit bien que, qu'est-ce qui s'est passé après Mitterrand, qu'est-ce qui s'est passé après Hollande. En Grèce aussi. En Grèce c'était carrément l'extrême gauche. Voilà. Alors donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une sorte de capitalisation, quand même, d'expérience, qui crée une sorte de désinvestissement qui n'est pas simplement... C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les gens simplement en disant « mais ils ne se mobilisent pas ». La vérité, c'est que dans ces non-mobilisations classiques, dans tous les cas, il y a une raison réelle. C'est-à-dire que ça n'a pas marché et ça produit le contraire. N'est-ce pas? Alors, parallèlement, les mouvements beaucoup plus diffus, les mouvements qui ne visaient pas le pouvoir, les mouvements qui par essence étaient contre le pouvoir, eux, ils ont réussi à changer le monde. Les mouvements des femmes, les mouvements des droits civiques, les mouvements des homosexuels, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des mouvements qui ont changé la face du monde, hein, et ont changé la face du monde, mais justement, des mouvements dans lesquels les modes de mobilisation n'étaient pas les modes politiques classiques. C'est pour ça que, pour moi, on ne peut pas parler de désengagement citoyen en général. Il y a un désengagement citoyen, disons, si on ne regarde que justement ce qui était l'engagement politique traditionnel lié aux espoirs révolutionnaires du siècle dernier, n'est-ce pas? Là, oui, c'est vrai, les partis ont beaucoup moins de militants, les syndicats ont beaucoup moins de militants, il y a de plus en plus d'abstention aux élections, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il y a le recul dont tu parles, mais qui a pour des bonnes raisons que tu as indiquées. Mais en même temps, il y a un autre phénomène qui, lui, au contraire, est celui d'un réengagement citoyen, mais qu'on ne voit pas. Parce que les médias, et les grands médias, ceux qui nous donnent à voir le monde, n'est-ce pas, eux, ils ne sont même pas capables de repérer que ça bouge en bas, et ça bouge pas qu'un peu. Et moi, je vais en donner un témoignage précis qui est d'un point de vue d'éditeur, disons, d'auteur critique, hein, voilà, comme les bouquins qui nous réunissent aujourd'hui. Moi, je suis depuis, je sais pas, plus de 30 ans, 35 ans que je fais de l'édition, de ce genre de bouquin-là, c'est vrai qu'on a ramé à contre-courant pour le coup, n'est-ce pas? De ce courant dominant du néolibéralisme, de la social-démocratie qui s'est converti aux valeurs du capitalisme, etc. etc. Et on avait l'impression que c'était dur. Et bien là, je peux témoigner que depuis 3 ou 4 ans, ça bouge. Et c'est un problème de génération. C'est-à-dire les plus vieilles générations, elles sont encore marquées par l'échec dont tu parles, les reculs dont tu parles. Les jeunes générations, ceux qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans, pour eux, ce monde-là, c'est un monde qu'ils n'ont pas connu, et qui n'est plus là, qui n'existe plus. Et donc ceux-là, ils voient bien que le monde qu'ils ont en face d'eux, dans lequel on les oblige de vivre, c'est un monde de merde.
avec justement toujours avec les mêmes oppresseurs qui sont toujours là, et ils ont envie de mieux comprendre pour pouvoir l'éliminer, en sortir, pour pouvoir le détruire. Donc d'un côté, il y a des expérimentations qui se conduisent, de plus en plus, des expérimentations concrètes, là, comme le terme que vous utilisez, qui peuvent avoir une dimension de contre-pouvoir ou pas, mais elles se multiplient. Et de l'autre côté, nous on voit en librairie, les libraires me disent que leurs rayons de ce qu'ils appellent sciences sociales critiques, depuis 3 ans à peu près, ont explosé. Alors que le marché du livre en général est plat, disons, se maintient, mais n'augmente pas et diminue un petit peu. Ce secteur-là, ce segment-là, des bouquins comme ceux que nous publions, des auteurs que nous publions, il explose. Et qui achète ces livres-là et qui les lit, y compris des livres difficiles, des livres de 500, 600 pages de philo, quelquefois assez hard, quoi, les jeunes. Ouais. Une fraction, évidemment, de la jeunesse, 30-35 ans d'aujourd'hui, mais une fraction beaucoup plus significative que la fraction des engagés, en quelque sorte, des cohortes précédentes, des générations précédentes. Donc là, on est en train de vivre un basculement, donc moi, sur lequel je fonde beaucoup d'espoir, parce que ça veut dire que si on a envie de comprendre le monde pour pouvoir le changer, ce monde de merde, et ben, s'il y a de plus en plus de gens qui pensent ça, ça va inévitablement avoir un effet. Lequel, quand, des effets, comment et tout ça, on ne sait pas, mais voilà, ça va dans le bon sens. Donc tout pour dire que, voilà, il y a un double mouvement. Par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que moi je constate depuis maintenant, on peut dire 30 ans. Donc 30 ans, il y a une claire désaffiliation, une désadhésion. Il y a une désadhésion. C'est rarissime de parler avec quelqu'un, oui, des jeunes générations, en mettant des 35 ans vers le bas. Tu vois, c'est très rare de parler avec quelqu'un, il y a moins de 35 ans, qui soit dans un rapport d'adhésion au système. Ils sont piégés par les côtés technologiques, parce que la technologie, effectivement, piège, parce que te formate, n'est-ce pas? Donc, il y a, mais même par rapport à la technologie, il y a une désadhésion moindre, mais il y a une désadhésion. Le problème, c'est qu'on voit bien comment les gens de notre génération, ils essayent quand même, dans une sorte de gérontocratie lamentable, de réenrégimenter les jeunes dans les vieilles formes. Ça ne marche plus. Espérons que ça ne marche plus. Mais ça serait dommage. Mais on voit quand même comment encore on ouvre, comme toujours, on ouvre la discussion avant les élections, par exemple, et après, c'est fini. Cause toujours, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un peu Macron, hein, c'est le système Macron. Le système Macron est fantastique, ça fonctionne, c'est-à-dire cause toujours. Macron, il a créé des assemblées, des rencontres, des je ne sais pas quoi, et le système Macron est fantastique. Il dit cause toujours. Mais parlez, parce que de toute façon, il y a une seule voix. Alors, c'est vrai qu'il y a une désadhésion, mais aussi à la fois cet effort auquel nous participons parmi d'autres, hein, notamment des auteurs et des autres, n'est-ce pas, des gens comme en Amérique latine, Raoul Sivecci, des gens comme ça, vraiment, qui participent à cet effort de création du nouveau, bah, l'effort est pour que justement cette multiplicité qui va de la désadhésion à la proposition d'alternatives ne se ferme pas à nouveau dans des discussions disciplinaires, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans lequel on dit l'avenir est ici maintenant, quoi. Non? Parce que le piège est tous les prophètes. Tous les prophètes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'avenir, l'avenir est ici maintenant. C'est-à-dire, entre les hippies, dont j'étais parmi ceux qui jouaient la batterie dans un groupe rock, entre les hippies et les punks, ben, il faut faire une sorte de synthèse joyeuse. C'est-à-dire, les hippies qui pensaient au futur, et les punks qui disent non futur, il faut dire, ben, le futur est ici et maintenant. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on n'a pas à se demander qu'est-ce que sera le futur est une dimension du présent. Et c'est là où il faut faire attention. Moi, je serais plus méfiant que toi, François, par rapport aux prophètes qui disciplinent. Je ne les vois pas, moi, les prophètes. Hein. Le temps des prophètes, il est derrière nous. Si, mais à la fois, tu vois bien comment toutes les expériences des contre-pouvoirs en Amérique latine, non, ils ont eu du mal à produire des formes de gestion qui les accompagnent.
Tu vois, c'est-à-dire qu'en Amérique latine, on a connu autour des années C'est 2000. compliqué, mais il y a des choses nouvelles qui s'inventent et qu'on ne voit pas. Moi, j'ai suivi de près les mouvements du Irak algérien, Oui. où quand même des millions de gens descendent dans la rue pendant 2 ans de suite, c'est pas rien. Et ben, ces gens se sont organisés entre eux, et puissamment organisés, sans aucun chef, sans leader. Justement, ils s'étaient pensés. Oui. Il ne fallait pas qu'il y ait de chef et pas de leader. Ils sont en train de fabriquer, mais on ne sait pas exactement comment ni ce qui se passe, parce que ça ne se voit pas. Oui. Ils sont en train de fabriquer des modes d'être ensemble, tout à fait nouveaux, et qui sont porteurs de changements radicaux. Mais ça, c'est en gestation aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut se méfier des figures qu'on a encore en tête, parce qu'on est tous marqués par... Les problèmes, c'est les moments du rapport de force, tu vois. Ah oui, Les problèmes, c'est... Tu vois, parce que ce qu'on n'a pas pu produire en Argentine en 20 années de contre-pouvoir, en 30 années de contre-pouvoir, très très fort, c'est que toutes ces expériences de contre-pouvoir, des Chiapas jusqu'à la Terre du Feu, c'était une myriade d'expériences de contre-pouvoir, d'autogestion. On n'a pas pu produire des structures de gestion, ce qu'on appelle le pouvoir de gestion, qui accompagnent ça, celles capables aussi à la fois d'assumer ces affrontements. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est dans un moment de gestation, un moment très intéressant, très dangereux de gestation. Mais c'est vrai que pour le moment, on ne sait pas trop comment on peut produire des structures de gestion qui accompagnent ça. Parce que les structures de gestion doivent exister. Voilà, il faut des outils, il faut encore écrire et encore lire. Par exemple, cet excellent livre. Écoute, et voilà. rarement on est d'accord, mais là je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup, merci à tous. Voilà, c'était riche, on Et va ben voilà. s'arrêter, mais voilà. Du coup, on conclut sur l'appel à la lecture, c'est parfait. Et voilà, c'est une bonne conclusion. Et l'appel à l'agir aussi, parce que